Le bac approche, donc on va faire un truc rigolo, on va se servir du jeu du phénix pour faire des dissertations de philosophie et répondre à des sujets type bac. Comment faire un sujet de philosophie, une dissertation lorsqu'on est en terminale ou lorsqu'on est étudiant en philosophie, en licence par exemple, et en utilisant le jeu du phénix. Vous allez voir que c'est un jeu vraiment philosophique qui permet d'avoir des idées. On les a les idées quand on réfléchit une heure à un sujet, mais là on les a instantanément. Elles viennent toutes seules, fruit d'un tirage au hasard, et le tirage est tellement parlant qu'en fait ça fait presque les parties de la dissertation. Vous savez bien qu'à chaque sujet, la règle d'or, c'est qu'il y a une partie qui va plaider pour le oui, une autre va plaider pour le non, et une autre va plaider pour le oui mais, c'est-à-dire une nuanciation de la thèse de la première partie. On va appeler les parties grand 1, grand 2, grand 3. Elles auront toutes 3 sous-parties, petit a, petit b, petit c. Voilà, alors soit on va traiter la partie du haut comme étant le grand 1, celle du milieu comme le grand 2 et celle-là comme le grand 3, ou soit ça va être l'inverse, 1, 2, 3. Et on aura oui, non, oui mais. Ou non, oui, non, mais. C'est les deux possibilités de sujets. Donc les sujets, notamment en terminale, sont souvent des sujets auxquels on peut répondre par oui ou par non, la plupart du temps. Faut-il vivre sans passion? Grand 1, oui. Grand 2, non. Grand 3, oui, mais. Grand 1, oui, il faut vivre sans passion. On sous-entend que les passions vont être catastrophiques, destructives et faire du mal. Grand 2, non, on ne peut pas vivre sans passion, il faut mettre de la passion, sinon la vie n'a pas de saveur. Et grand 3, on va dire oui, mais. Oui, il faut vivre sans passion, mais tout de même, un peu de passion ne fait pas de mal, encore faut-il faire un tri et choisir les bonnes. Bon. L'autre possibilité, c'est non, oui, non, mais. Grand 1, non, il ne faut surtout pas vivre sans passion, la passion c'est important. Grand 2, oui, il faut vivre sans passion. Et grand 3, non, mais. Non, il ne faut pas vivre sans passion, mais attention. Je pense qu'on ira plutôt vers un non, oui, non, mais pour ce sujet-là, parce que sinon, ça serait bien triste. Mais après, ça dépend du tempérament de chacun, et puis de ses lectures, de ses connaissances, et de là où il veut aller. Donc moi je pars plutôt sur un non, oui, non, mais au sujet, grand 1, grand 2, grand 3, et le tirage va m'indiquer en fait où on va se situer. Donc je vais couvrir toutes les dimensions, et là j'ai vraiment ma dissertation de philo. J'aurai le grand 1 par exemple là, le grand 2, le grand 3, et j'aurai le petit a, le petit b et le petit c, on va les voir au fur et à mesure. On a le droit évidemment de prendre l'ordre qu'on veut dans les sous-parties. Donc là j'ai à chaque fois une idée, voire un auteur de philosophie, ou une idée, on n'est pas obligé de citer les auteurs à chaque fois, surtout en terminale, mais j'aurai une idée à chaque fois. Il faudra organiser les idées des sous-parties de plus en plus fort. Si je traite la grande partie 1 qui est oui à la question, le petit a sera un oui qui sera bah oui, c'est évident, une sorte d'évidence un peu partagée. Le petit b sera un oui très très ferme, et le petit c, c'est ça ne peut être que oui, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc il faut plaider comme un avocat à la barre et frapper de plus en plus fort dans les sous-parties. Et ce qui est fort en philosophie, vous le savez bien, c'est qu'on doit aussi faire le procureur, on n'est pas que l'avocat, et donc on doit dire à la deuxième partie, alors qu'on vient de plaider à un grand 1 petit c en disant c'est évident, ça ne peut être que oui, et bien le grand 2 petit a, donc d'où l'importance de soigner la transition, ça sera un eh ben non. Un petit non, mais un non quand même. On va se contredire soi-même, mais en fait on va faire avancer la problématique et le questionnement. Donc voilà, je propose ce monde comme un plan de dissertation, d'accord ? On va tirer la question, faut-il vivre sans passion ? Je vais faire un petit serpentin qui va partir de l'énergie, faire un cercle et finir sur le fruit. Je fais, selon la règle du jeu du phénix, qu'il faut évidemment maîtriser, un tirage des 9 dimensions. J'ouvre, je dis énergie, je prends, je ferme. Je compare et je dis ancêtre. Je mélange un peu. J'ouvre, je dis guerre. Je tire, je ferme. Je compare avec l'ombre et je dis labyrinthe fou. Je vais faire le besoin, je mélange un peu. J'ouvre, je tire la carte, je ferme, je compare avec l'ombre et je dis le masque. Je mélange et je dis intuition, j'ouvre, je choisis l'intuition, je ferme, je compare avec l'ombre et je dis l'enfant. Onde de charme. Je vais faire le désir,
j'ouvre après avoir mélangé, je tire la carte, je ferme, je compare avec l'ombre et je dis l'arbre. De charme. Pour l'instant, on a choc, charme, chat, choc, chat, charme. Ça s'équilibre. J'ouvre pour la complicité, je tire la carte, je ferme, je compare avec l'ombre et je dis l'ombre de choc. Je mélange un peu. J'ouvre pour l'harmonie, je tire la carte, je ferme, je compare et je dis le miel. J'ouvre pour l'aventure, je dis aventure, je ferme, je compare au besoin de Saint-Phénix. Et j'ouvre pour le fruit, je tire la carte, je compare et je dis la tortue. Voilà ma dissertation de philosophie. Chaque carte va me permettre de trouver une idée, on appelle ça des flammes, 9 flammes. Les flammes qui sont posées sur les dimensions vont me permettre de trouver à chaque fois une idée et je vais trouver mon plan. Alors là, il faut réfléchir pour le plan. Souvent, on peut faire grand 1, grand 2, grand 3 ou l'inverse. Moi, j'ai envie de commencer par non. Non, il ne faut pas vivre sans passion. C'est ce qu'on dirait, je trouve, à l'adolescence ou au jeune âge, quand on a 20 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes femmes de 20 ans qui diraient non, oui, il faut vivre sans passion spontanément. On va commencer par le non, qui est plus simple. Je vais interpréter simplement le sens des cartes, qui est très précis. Je ne suis pas en train d'inventer un nouveau sens en fonction des besoins. Je ne fais que lire le manuel, enfin que je connais par cœur, et je ne fais qu'appliquer le sens des flammes posées sur la dimension. Je vais partir grand 1 ici, grand 2 et grand 3. C'est en général cet ordre qu'il faut suivre. Je vais partir sur le grand 1 ici qui va être non. Non, il ne faut pas vivre sans passion. Grand 2, ça va être oui, oui, il faut vivre sans passion. Et grand 3, on est dans l'intériorité, c'est toujours comme ça. Il faut aller du plus extérieur au plus intérieur en général, surtout pour les sujets comme ça. Et donc là, ça va être un non, il ne faut pas vivre sans passion, mais on mettra les nuances. Alors, commençons par notre première partie. Évidemment, il ne faut pas vivre sans passion, la passion est essentielle, c'est ce qui rend la vie aventureuse. La passion, c'est l'imprévisible, c'est ce qui fait qu'on va s'élancer dans des projets fous. Et là, on a vraiment l'idée du grand homme, l'idée ou la grande femme, hein, la personne qui embrase sa vie et qui s'élance et qui dit « Moi, je ne vais pas vivre une vie, mais j'aurai une succession de vies. » Le phénix, c'est la renaissance. Et ça suffit pas simplement d'avoir la vie, encore faut-il être pleinement vivant, avoir une succession de vies, une succession de renaissance, être comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et pour renaître de ses cendres, il faut bien brûler. Et la passion nous permet de brûler, nous permet de nous consumer. Et donc, une vie sans passion serait une vie absolument peu aventureuse. Lorsque Simone de Beauvoir, dans son journal de jeunesse, écrit « J'accepte la grande aventure d'être moi », magnifique phrase, et ben à 18 ans, elle se dit que la vie est une occasion de passions multiples. Et accepter la grande aventure d'être soi, c'est d'accepter la passion de vivre. Là, on est vraiment dans l'idée solaire, hein, presque nietzschéenne. Pour ceux qui connaissent Nietzsche, on pourrait appeler Nietzsche à la rescousse, qui consiste à dire que la vie, il faut l'accepter dans ses tragédies et dans ses moments de joie, dans sa plénitude, et presque tellement être passionné de la vie sans arrière-monde, sans consolation, qu'on pourrait presque la revivre à l'identique et on serait totalement satisfait. C'est l'éternel retour appliqué de façon morale. Voilà, donc ça c'est la première sous-partie. Idée un peu simple, qu'on pourrait dire spontanément. Deuxième sous-partie intéressante, c'est l'idée du plaisir, le miel. Il ne faut pas vivre sans passion. Je suis toujours dans ma première partie qui a le grand nom. Il ne faut pas vivre sans passion parce que sans passion, il n'y a pas de plaisir, tout simplement. Et nier la passion, c'est nier notre capacité à prendre du plaisir dans la vie, à se délecter du monde et à trouver dans le monde aussi une forme consolatoire. Le plaisir, c'est aussi ce qui console. On mange, on profite de la vie dans un hédonisme assez simple et au moins on se sent vivant. On pourrait pour le coup aller voir un peu du côté de l'hédonisme, là, on pourrait aller voir du côté de l'eudémonisme même, le bonheur comme condition même de la vie. En tout cas, c'est l'idée d'un plaisir qui serait le sens de la vie. Toutes les choses ont une valeur et cette valeur dépend du plaisir qu'on peut en tirer. Voilà. Et puis la dernière sous-partie de ce grand nom, c'est « Il ne faut pas vivre sans passion » parce qu'il n'y a que la passion qui nous permet justement d'être serein.
paradoxalement. On s'imagine que la passion est un hurlement de la vie qui nous entraîne dans des endroits pas possibles. Et en fait, la sérénité intérieure, la sérénité produite autour de nous, c'est des gens qui ont vécu des passions pleines jusqu'au bout et qui du coup, avec l'expérience, avec la force de l'âge, disent eh ben, la vie valait la peine d'être vécue. Et ça, c'est une source immense de satisfaction et de plénitude. La passion produit de la tranquillité, produit de la sérénité. Quelqu'un de passionné, ben, on ne s'inquiète pas pour lui, on n'est pas anxieux pour lui, au contraire, on le regarde et on dit, voilà, lui au moins, il me montre une voie qui est une voie de profiter de l'existence, et donc je ne m'inquiète pas pour lui. C'est rimbaldien, c'est changer la vie pour justement la jouir et être passionné de la vie, quitte à changer les conditions sociales. Il y a l'idée peut-être révolutionnaire avec le phénix, là, une idée de révolution, une idée que la passion entraîne la politique et entraîne peut-être un changement de l'ordre social contre les injustices. Vivre sans passion, ce serait finalement accepter l'injustice. Donc il ne faut pas vivre sans passion tant que la passion est du côté de la justice et peut-être de la transformation sociale. Nous entrons dans notre grand 2. Il faut faire une transition, parce que c'est un peu violent de passer d'un non, il ne faut pas vivre sans passion, à un oui, il faut vivre sans passion. Donc la transition est toute trouvée, c'est le monde qui nous la donne. On était dans la société, dans l'extériorité, on va aller maintenant dans la relation humaine, le toi et moi, hein, la relation entre amis, la relation entre personnes qui se connaissent. Et là on va voir que, bah non, la passion c'est l'horreur. Et on va aller de plus en plus dans l'horreur. Je vous rappelle qu'il faut graduer les sous-parties. D'abord, la passion, c'est intéressant, mais c'est un peu compliqué, ça pose des questions. C'est cette carte-là qui nous le montre. Le labyrinthe fou, c'est une carte philosophique, hein, c'est le philosophe qui cherche dans son labyrinthe, c'est plutôt honte de charme, mais c'est quand même ne pas savoir où on va. Aimer ça, bien sûr, aimer ne pas savoir où on va, mais être dans une sorte de recherche permanente. Et là, la passion va évidemment empêcher la recherche. La passion, c'est connaître le chemin et foncer droit dans le mur. La passion, c'est souvent une passion qui nous dit quoi penser, qui nous impose ses vérités. Or, précisément, le risque, c'est de se perdre un peu plus loin. Donc il faut peut-être suspendre nos passions, qui sont de bien mauvaises conseillères, de bien mauvais guides. Et l'idée, c'est justement que l'effort doit être mis dans le point d'interrogation, hein, c'est le sens du labyrinthe fou, dans la quête de sens, et que la passion vient nous répondre à cette quête de sens de façon prématurée. La passion, c'est une réponse au point d'interrogation, alors que peut-être l'effort doit être mené pour que le point d'interrogation demeure dans le doute, demeure dans l'expectative, dans le questionnement, dans le cheminement. La passion, finalement, c'est l'arrêt du chemin, c'est la certitude, qui peut enfermer dans le dogmatisme. Et le dogmatisme, on l'a là. On l'a véritablement en énergie avec l'ancêtre. L'ancêtre, c'est le dogmatique, celui qui sait la vérité, qui nous la dicte avec son doigt menaçant. Hein. C'est celui qui fait la morale, celui qui a l'autorité de l'antériorité, de celui qui a vu le chemin et qui nous impose sa loi. Et donc, véritablement, il faut vivre sans passion, bien sûr qu'il faut vivre sans passion, parce que c'est ce qui permet d'être dans une énergie absolument morale, absolument droite. La passion nous égare, la passion nous mène dans des voies où on est tenté par les crimes, par des injustices, on est tenté par la violence. La passion, c'est pâtir aussi, c'est subir, c'est souffrir. Et là, on peut avoir une perspective très morale sur cette partie en disant regardez un peu les hommes de passion, ça finit dans le crime, on peut prendre des exemples de romans, de personnages passionnés. En terminale, on va citer Don Juan, bien sûr, qui est un être de passion et qui est un être de souffrance et qui finit jugé par l'ancêtre, justement, la figure du commandeur, dans la version de Molière. Et donc, à nous de trouver évidemment des passions, on peut parler de Caligula, de Camus, on peut parler de beaucoup de choses, on peut parler de personnages historiques aussi, il faut convoquer dans une dissertation tout ce qu'on a appris jusque-là, les romans qu'on a lus, les nouvelles, les bribes d'histoire, tous les cours doivent nous servir, l'économie, l'histoire, qu'est-ce que donne la passion de l'argent, on peut parler de la crise financière. Si on parle de sujets qui sont à la mode dans les informations, il faut être très calé, parce que tout le monde va en parler si c'est à la mode, si c'était au JT du soir la veille de l'examen, c'est évident que tout le monde en parle, donc il faut être très calé et tirer vraiment son épingle du jeu. Mieux vaut prendre, je sais pas, la passion au Moyen-Âge, la passion dans d'anciens souvenirs que l'on a, de cours qu'on a reçus. Mais la passion vient de pâtir, et c'est donc une grande souffrance, et il faut être très droit et très moral. Et on retrouve cette idée-là, alors là par contre c'est un non absolu, un oui absolu, oui il faut absolument vivre sans passion, parce que la passion
nous amène à l'impossibilité d'être amis les uns avec les autres. La passion, c'est vouloir prendre le pouvoir, vouloir assouvir sa soif de passion, sa soif égoïste, égocentrée de plaisir rien qu'à soi, et aller au bout de sa passion, c'est souvent au détriment d'une relation confraternelle. Hein. La passion, c'est aussi être le leader, c'est aussi trancher la tête de ceux qui gouvernent pour prendre leur place. Et là, on a la lutte de pouvoir qui est là. Et il faut vraiment essayer de mettre les passions de côté, parce que c'est une source de souffrance et une source de violence entre les gens. Ça, c'était pour le oui. Il faut vraiment mettre la passion de côté. On a une perspective stoïcienne qui s'esquisse. Le stoïcisme, c'est justement viser l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme, de façon à pouvoir profiter de la vie sans être trop troublé par les émotions fortes, hein, quelque part. Alors maintenant, nous allons aller dans la thèse la plus intéressante, la troisième partie, qui va être une nuance de ce qu'on a plaidé avant. On nuance parce qu'il y a eu un grand 2 qui nous a calmé un peu, et donc qui nous a emmenés dans une autre dimension. Donc grand 1, on a dit non, il ne faut pas vivre sans passion, les passions sont nécessaires pour vivre. Grand 2, on a dit oui, il faut vivre sans passion parce que les passions, c'est la débauche, c'est la violence et c'est l'immoralité. Et là on va revenir à notre idée, non, on ne peut pas vivre sans passion, mais quand même il faut faire le tri. Hein, l'idée c'est ça, c'est que toutes les passions ne sont pas bonnes à prendre. Et ben voilà nos 3 sous-parties. Hein. D'abord, en arbre, on a le désir de s'épanouir, l'arbre. On veut s'épanouir. Et l'arbre, il s'épanouit pas, il choisit les passions, il choisit son engrais, il choisit dans quoi il s'implante, dans quoi il va s'ancrer pour pouvoir pousser droit. Si on choisit des passions qui sont détestables, des passions qui sont des passions d'injustice, qui sont des passions d'inimité, eh ben on va pousser tordu et on va simplement être soit rabougri, soit égocentré. Et donc il y a une sorte de sélection des passions, choisir méticuleusement ses passions. On est dans une perspective clairement morale, mais on va un peu nuancer, non pas rejeter le bébé avec l'eau du bain en disant les passions à la poubelle, non, il y a des bonnes passions, on a besoin d'eau, on a besoin de lumière, on a besoin de passions qui puissent nous faire grandir et nous élever. Et donc on a une perspective morale et humaniste à dégager de là. Il faut toujours des passions qui fassent avancer l'humanisme. Deuxième sous-partie, non, on ne peut pas vivre sans passion, il ne faut pas vivre sans passion, parce que sinon on a l'impression que la vie perd tout son sel, on ne peut plus s'émerveiller. Ce qui provoque cette carte de l'enfant en intuition qui signifie la spontanéité, le jeu et l'émerveillement, c'est justement la passion. L'enfant est passionné, mais regardez-les, il est passionné parce qu'il prend plaisir à la vie, un plaisir gourmand de vivre, musical. Donc il faut prendre dans la sélection des passions, dans l'art de choisir ses passions, il faut prendre les passions qui nous émerveillent, les passions de l'étonnement qui est à la source pour Platon ou Aristote de la philosophie, les passions qui rendent la vie musicale, les passions qui sont proches du swing. Et là, bon, pour reprendre des références philosophiques, on peut s'aider de Spinoza, on peut s'aider des moralistes du XVIIIe siècle, hein, qui ont fait des passions à la fois l'aliment nécessaire à la vie pour l'épanouissement de l'individu, mais toujours avec un contexte social très clairement déterminé. Et enfin, la dernière partie, faut-il vivre sans passion ? Non, il ne faut pas vivre sans passion, mais on a besoin aussi de les cacher un peu. On a besoin aussi du masque, c'est-à-dire de la possibilité de jouer à ne pas montrer ses passions, à être duplice, à ne pas être transparent dans sa fibre passionnelle. Donc bien sûr les passions doivent être là, mais c'est pas pour ça qu'on doit les crier au reste du monde, ni les imposer aux autres, de façon à garder une certaine pudeur et à ne pas écraser les autres avec nos passions. Les passions, c'est aussi cultiver son jardin secret et ne pas tout montrer de ce qui anime notre cœur, garder un masque en besoin. C'est la nuance qu'on peut mettre à ce « non, les passions sont nécessaires ». Vous pouvez vous entraîner, je vous propose sur le thème de la justice par exemple, une société juste peut-elle s'accommoder d'inégalités ? Vous pouvez faire un tirage là-dessus et essayer de censer les 9 cartes et de faire une ébauche de plan. Sur théorie et expérience, à quoi reconnaît-on qu'une expérience est scientifique ? Pareil, on fait un tirage et on peut s'entraîner. Sur le thème de l'histoire, on peut faire que nous apprend l'histoire. Sur le thème de la vérité, on peut faire peut-on ne pas vouloir chercher la vérité ? Ou qu'est-ce qu'une parole vraie ? Sur le thème de l'imagination, peut-on affirmer que l'utopie est nécessaire ? Ou bien tout idéal est-il chimérique ? Et enfin sur le thème du travail, on peut par exemple faire
Qu'est-ce qui pousse l'homme à travailler? Ou bien qu'advient-il du travail quand il devient un emploi?